Donc là, on va d'abord traiter d'un gros steak qui est le pectoralis major, le grand pectoral. Rupture finalement relativement fréquente. Alors, petit rappel d'anatomie, pour rappeler les différents faisceaux, le faisceau claviculaire, le faisceau sternal supérieur, et le faisceau sternal et costal inférieur. Il y a aussi un petit faisceau un peu accessoire qui est plutôt abdominal. Vous voyez, ce qui est intéressant aussi, c'est de bien prendre la notion de l'insertion qui se fait sur une lame aponévrotique. Cette lame aponévrotique en forme de J, avec un enroulement des fibres distales. Alors, il y a plusieurs possibilités d'insertion sur la berge externe de la tubérosité de la gouttière bicipitale. Il y a une lame aponévrotique qui n'est pas un véritable tendon. Parfois, le muscle s'accroche quasiment directement sur l'humérus. Donc, c'est important de voir ces différentes variantes possibles sur l'insertion. Et évidemment, ça va être un petit peu difficile parfois de faire un diagnostic anatomique préopératoire. Alors, voilà comment ça se présente. C'est souvent un accident de la 4e décennie. Parfois, évidemment, s'il y a une prise d'anabolisant, mais souvent un défaut d'hydratation ou d'échauffement. Le fumeur, là aussi, multiplie par 6 ou 7 le risque théorique de lésions musculo-tendineuses. C'est à la faveur d'une contraction excentrique souvent contrariée, et on retrouve ça souvent dans les accidents d'haltérophilie. Alors parfois ça fait très mal, alors là vous allez voir, ça va faire encore plus mal. Je ne sais pas si on a entendu le cri, mais bon, c'est un international de handball, on rigole, mais bon, il m'a amené sa vidéo, il était filmé à l'entraînement, bon, il s'est fait une très grosse déchirure du pectoralis. Alors, le mécanisme lésionnel, bon, on a vu un petit peu, ce type de traumatisme sportif, c'est essentiellement à l'entraînement, mais on l'a aussi lors des matchs, notamment des matchs de rugby, on peut le voir aussi au judo, dans un mécanisme traumatique direct. Alors, l'épidémiologie, il y a assez peu de cas qui ont été relatés, et c'est vrai que on ne prend pas toujours le temps de publier toutes ces séries, j'en perds quand même beaucoup, mais c'est vrai qu'il faut prendre le temps de les revoir, mais c'est vrai que c'est aussi, bon, souvent il y a souvent sous-diagnostiqué, avec un retard diagnostique. J'ai vu des patients qui ont traîné plus d'1 an avant de venir me voir, alors après ça devient un peu plus compliqué à traiter, mais le diagnostic initial, pourtant, est quand même relativement classique. Quand on rappelle donc cette anamnèse est assez caractéristique. Vous avez entendu le cri, c'est quand même très douloureux. C'est quand même un gros muscle qui lâche, donc on s'en aperçoit quand même un petit peu. Mais parfois, effectivement, on a malheureusement un retard diagnostique. Alors on voit souvent le patient arriver avec cet aspect-là, d'un gros hématome, une grosse échymose brachio-thoracique. Et on va lui demander de réaliser le signe de la prière, sans connotation bien sûr. Et en fait, cette contraction un peu contrariée du pectoral va se faire de façon relativement asymétrique. Et vous voyez, on va voir une espèce de nichon qui va apparaître. Alors, enfin, il y a la luminosité est peut-être un peu trop grande dans la salle, on voit pas grand-chose, mais on voit très bien que c'est totalement asymétrique. D'un côté, le pectoral se contracte mais reste au contact du thorax. De l'autre côté, on a une espèce de protrusion qui est tout à fait caractéristique d'une avulsion importante du pectoral. Alors, si on a un bon échographiste, on peut lui demander de faire son échographie, on la fait soi-même. Bon, il faut vraiment avoir confiance dans l'échographiste, hein, vous savez ce que c'est. Les radiologues ici, je ne vais rien dire. C'est vrai que... Mais bon, c'est vrai que ça faut vraiment avoir confiance dans le mec qui vous fait ça. Et puis maintenant, vous avez vu de plus en plus de praticiens, qu'ils soient médecins du sport, orthopédistes ou kinés, commencent un petit peu à manier l'échographe. Et c'est vrai que c'est sans doute une bonne indication, parce que à ce moment-là, on voit parfaitement, en demandant au patient de contracter son pectoral, on voit très bien le gap qui se fait. Alors, on peut bien évidemment, et on fait généralement faire une IRM, mais là aussi, les coupes ne sont pas toujours évidentes. Le diagnostic lésionnel n'est pas forcément parfait. Il faut vraiment aller voir le radiologue, dire voilà, je veux explorer le grand pec, il faut qu'il me fasse des coupes obliques, on ait vraiment une exploration complète. Et je pense que quand on aura de la reconstruction 3D en IRM, je demande encore au radiologue de faire ça rapidement, on aura une bien meilleure vision de tout ça. Enfin, on va retrouver l'hématome, on va retrouver cette lésion, cette suffusion hématique au sein du muscle.
Et on va essayer donc de définir le gap, le trou, tout à fait caractéristique. Mais bien souvent, malheureusement, le diagnostic n'est pas fait. On a fait une écho qui n'a rien montré, le médecin qui l'a vu, il ne connaît pas grand-chose. Et puis on voit le patient arriver à un stade chronique, comme dans ces exemples, où là, souvent, on a une espèce de corde, tout à fait caractéristique des ruptures anciennes. En fait, c'est une petite lame aponévrotique entre le pectoral et l'aponévrose du brachialis. Et cette corde se tend de par la rétraction du grand pectoral, et on a donc cette image assez caractéristique, comme on la voit là sur ces images, d'une lésion ancienne, négligée et maltraitée, donc finalement, de tout ça. Alors, comme je vous l'ai expliqué, les classifications lésionnelles sont un petit peu variables. La contusion, la rupture partielle, la rupture complète. En fait, ce qu'il faut, c'est essayer d'avoir un diagnostic de gravité, de voir si c'est une lésion totale ou subtotale, et à ce moment-là, proposer dans les meilleurs délais une réparation chirurgicale. Parfois, je dirais que c'est simple. On a une avulsion complète de la lame d'insertion aponévrotique. Donc là, bon, tout est cassé, il n'y a plus rien. On a un signe de la prière particulièrement net. Donc, il y a peu de diagnostic. Mais parfois, c'est sournois. Il peut rester le faisceau claviculaire en avant. Donc, ça va masquer un petit peu tout ça. Et ce ne sera qu'avec la bonne exploration clinique et paraclinique qu'on va essayer de détecter ces lésions plus sournoises, plus partielles, parfois à la jonction entre la lame aponévrotique et le muscle. Donc là aussi, des lésions d'un diagnostic un petit peu plus ténu. Alors, devant ces lésions complètes ou partielles, eh bien, il va bien sûr falloir apporter un diagnostic. Alors, les lésions proximales sont beaucoup plus rares. Des lésions sur l'attache osseuse proximale existent, mais sont quand même un peu plus anecdotiques. Mais dans tous les autres cas, il vaut mieux là aussi un peu pêcher par excès que par défaut. Et le traitement est quasiment chirurgical, de façon systématique chez un sportif, parce que c'est un muscle quand même très important dans la gestuelle sportive et dans la préparation musculaire. Donc dans toutes ces lésions, eh bien, on va donc réaliser une intervention chirurgicale, ce qui est possible en chirurgie ambulatoire. C'est un gros steak, c'est un gros muscle, mais paradoxalement, ce n'est pas une chirurgie très difficile. C'est une chirurgie qui est assez peu connue, les gens ont un peu peur de se lancer là-dedans, disent voilà, il y a des trucs derrière, un creux axillaire. Mais en fait, non, on reste sur la paroi, c'est pas quelque chose de très compliqué. Donc on fait un petit abord deltopectoral dans le sillon, un peu comme pour une butée, un trait. Il ne faut pas descendre trop bas, parce que si on descend bas, on a des risques après de macération, on va toucher les glandes sudoripares, il peut y avoir des risques d'infection. Vous savez, les sportifs sont des gros porteurs de germes un petit peu particuliers, et notamment du Propionibacterium acnes, c'est un germe qu'on n'aime pas trop voir traîner dans les cicatrices opératoires. Alors donc on va réparer ce grand pectoral. Alors, parfois c'est complètement déchiqueté, comme sur ces exemples. Dans d'autres cas, il faut aller rechercher la lame sous-jacente et on va mettre un système d'ancrage sur la gouttière bicépitale externe. Alors la dissection, il faut faire attention, comme toute dissection, au vaisseau et aux nerfs du grand pectoral, mais les pédicules sont assez loin par rapport à la tâche, à plus de 10 cm, donc on n'a quand même pas trop à aller chercher dans cette région à risque. Donc on va réaliser un système d'ancrage avec des encres du suture, comme vous pouvez peut-être le distinguer sur les radios. On met 2 ou 3 encres, un système d'amarrage, qui nous permet donc de réadosser le pectoralis majeur à la gouttière bicépitale externe. L'immobilisation est relativement brève, 3 semaines, ça suffit largement. Par contre, après, dans les premiers temps, évidemment, on autorisera une mobilisation passive sans aller dans le secteur de la rotation externe ni de l'abduction. On va très rapidement démarrer un protocole de rééducation adapté avec une prise en charge sur la récupération motrice, puis progressivement de la récupération de la force, avec une réathlétisation qui va théoriquement se faire à peu près vers le 2e mois et permettre généralement une reprise sportive complète après le 3e mois post-opératoire. Voilà pour le grand pectoral.